Bon, bah, bonjour à tous. Merci d'être présents et puis merci pour les connecter. Bienvenue à ce petit déjeuner de la Charte Dialogue. On est ravis d'accueillir Ève et Antoine de chez Milliman pour la première présentation qui sera suivie d'un café, des discussions et puis d'une deuxième présentation dont je ferai la présentation des intervenants après en deuxième partie. Ève et Antoine, vous allez nous parler de risque inondation, je crois et un petit peu de modélisation. Et voilà, on est ravis de vous accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je vous laisse la parole maintenant. Merci. Alors, donc dans un premier temps, effectivement, Antoine va vous présenter le péril inondation. Donc, quels sont les différents types d'inondations qui peuvent affecter le territoire, quelles sont leurs caractéristiques et quels sont globalement les dommages sur les habitations et puis des quelques petits éléments de données historiques et des dernières tendances historiques. Ensuite, je vais vous présenter les enjeux assurantiels de ce péril. Ensuite, on parlera un petit peu des facteurs clés déterminant l'ampleur des dommages en MRH. En fait, l'idée dans cette partie, c'est d'essayer de voir quelles sont les variables à inclure dans un modèle inondation qui ont un impact sur les dommages causés par le péril inondation. Et enfin, on va vous présenter toutes les données qu'on a utilisées et notre cadre de modélisation et quelques éléments de résultats. Merci Ève. Donc tout à fait pour planter le décor et définir un peu plus en détail, un peu plus précisément ce qu'est l'inondation, je vais vous présenter une citation. Je crois que ça défile. Ah, Peut-être essayer avec les flèches. en fait, c'est défile sur l'écran, mais pas... Ah. Et j'arrive pas à aller sur la barre. Moi, je pense qu'on va laisser ça. Ok, super. Donc oui, pour définir un peu plus en détail l'inondation. Donc déjà, l'inondation, pour donner du contexte, c'est le risque naturel prédominant en France. L'ensemble du territoire y est exposé, que ce soit les zones rurales, de plaine, littorales, avec du relief, ou alors les zones urbaines. En France, c'est le premier risque naturel par l'ampleur des dégâts qu'il cause, mais aussi les zones d'étendue à risque, les populations touchées, mais aussi les emplois et les bâtiments qui sont à risque. Selon GeoRisque, qui est une agence gouvernementale qui donne des informations sur les risques naturels et techniques en France, l'inondation, c'est une submersion rapide ou lente d'une zone qui est habituellement hors de l'eau. Et en France, le territoire français abrite de nombreux corridors fluviaux où les populations se sont installées autour depuis l'Antiquité et jusqu'à nos jours. Et en effet, la plupart des populations sont concentrées autour de grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Avignon, etc. Et donc, on a des populations qui sont à risque, proches de cours d'eau, proches de littoraux, qui créent en fait des zones de risque pour l'inondation. Donc l'inondation, c'est un phénomène qui est saisonnier, souvent dépendant des précipitations, mais aussi des conditions marégraphiques, océaniques, quand on parle de submersion marine, et qui survient souvent quand on a de grands cumuls de précipitations. Et donc, on verra qu'il existe de nombreux types d'inondations. Dans les faits, il y a 4 grands types d'inondations qui affectent le territoire français, d'outre-mer, et puis de manière générale le monde. Le premier grand type d'inondation, ce sont les inondations par débordement de cours d'eau, ce qu'on appelle alors crue lente de plaine ou crue rapide de plaine. Ça se produit en fait lorsque une rivière ou un cours d'eau déborde de son lit mineur pour atteindre son lit moyen ou son lit majeur, qui est défini en fait par la topographie du territoire. Ces inondations, elles surviennent météorologiquement lorsqu'on a des pluies qui sont répétées ou prolongées, et où qu'on a de la fonte de glace qui vient en fait augmenter les débits des cours d'eau et mécaniquement la hauteur d'eau qui fait que ça peut déborder du lit mineur de la rivière. Donc ça, c'est le premier grand type d'inondation. Le deuxième grand type d'inondation, sont les inondations par ruissellement, qui se produisent en fait lorsque les précipitations ne peuvent plus être absorbées par le sol ou évacuées par les réseaux de précipitations, enfin de collecte d'eau de pluie dans les villes. Ces inondations, elles se produisent notamment à proximité des zones avec un fort relief, où l'eau va s'écouler rapidement, pouvant charrier des éléments qui peuvent causer des dommages supplémentaires lorsqu'ils sont projetés à haute vitesse sur des bâtiments, sur des constructions, etc. Et donc, ces inondations par ruissellement, elles se produisent notamment en présence de reliefs marqués, avec des pluies intenses sur une courte durée. C'est catalysé par des zones où le sol va être imperméable. Quand on a de l'artificialisation des sols, notamment, l'eau ne peut plus s'évacuer.
Et c'est aussi conditionné en fait par l'état du sous-sol. Si on a des nappes phréatiques et des sols qui sont déjà gorgés d'eau, la capacité d'absorption de l'eau par le sol est alors limitée et on a alors un écoulement d'eau dans des zones qui sont habituellement hors zone inondable. Un troisième type d'inondation sont les submersions marines qui se produisent tout autour du pourtour méditerranéen ou sur la façade atlantique en France métropolitaine et qui se produisent notamment avec des conditions marégraphiques où on va avoir des coefs de marée assez importantes, mais aussi suite à des vents et des précipitations qui peuvent être importantes. Récemment, par exemple, en France, la tempête Ciaran a aussi amené de l'inondation en parallèle des dégâts qui ont pu être causés par le vent, notamment par débordement de paquets de mer qui passent par-dessus les ouvrages de protection, les digues, etc. Et enfin, le quatrième grand type d'inondation sont les inondations par remontée de nappes phréatiques. Donc, on a des poches aquifères qu'on appelle en France et puis dans le monde. Ce sont des zones imperméables où l'eau peut s'accumuler. Et quand l'eau s'accumule de trop, elle peut déborder et c'est souvent les inondations qu'on voit quand on a des caves ou des sous-sols qui sont inondés en France. Actuellement, en 2024, on a eu beaucoup de précipitations et l'état de nappe phréatique est assez haut et donc c'est un risque qu'on peut voir apparaître et qui n'était pas du tout le cas, notamment en 2022 quand on a eu une sécheresse assez importante avec des niveaux de nappe phréatique plutôt bas. Donc voilà pour les 4 grands types d'inondations en France, sachant que les 2 types majoritaires qui causent le plus de dégâts, ce sont les débordements de cours d'eau et le ruissellement. La submersion marine et la remontée de nappe phréatique étant un peu à part. Pour continuer de planter un peu le décor, je vous présente quelques statistiques historiques du péril d'inondation en France. Donc, on a récupéré les arrêtés CatNat de la CCR pour tous les types d'inondations, que ce soit ruissellement, submersion marine ou débordement de cours d'eau. Et donc, on a représenté le nombre de communes qui ont été reconnues CatNat ou qui ont fait la demande de reconnaissance CatNat depuis les années 2000. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une variabilité importante entre le nombre de communes reconnues catastrophes naturelles en fonction des années. Et ce qui est important de retenir, c'est que depuis 1989, c'est environ 30 milliards d'euros de coûts estimés dus aux inondations en France. Donc c'est pour ça que c'est le péril majeur. Et c'est un péril qui va certainement s'intensifier avec le réchauffement climatique, et ça on le verra un peu plus tard. Si on regarde le même graphique, mais cette fois-ci avec une visualisation plus spatiale, pour regarder la localisation des zones qui ont été reconnues catastrophes naturelles pour l'inondation, on voit bien que là, c'est tout le territoire français qui est à risque. On peut reconnaître certaines zones, donc on voit le pourtour atlantique et méditerranéen où il y en a souvent des taches bleues qui sont les reconnaissances catastrophes naturelles, mais aussi autour des grands fleuves. On voit le Rhône, le Rhin, un peu la Loire. Voilà, donc autour de ces cours d'eau, de ces zones à risque, on voit que c'est là où on a le plus de reconnaissance CatNat. Donc c'est quelque chose qui est étalé dans le temps et aussi dans l'espace. Et donc là, on a fait un zoom sur 2023. Et cette fois-ci, plutôt que de représenter les communes reconnues catastrophes naturelles par des points, on a vraiment coloré en fait les communes. Et donc, en fait, on voit que plusieurs types d'inondations sont produites. Donc, dans le nord, ça va être par exemple le débordement de cours d'eau en année 2023. On voit dans les Alpes qu'on a aussi de l'inondation, ça peut être du ruissellement, en Corse de la submersion marine. Donc, on voit qu'on a un mix de différents types d'inondations qui sont arrivés en 2023. Au niveau maintenant de la connaissance qu'on a sur le risque d'inondation, il y a 2 papiers très structurants qui sont sortis récemment dans les années précédentes. Un papier qui a été produit par la CCR, qui s'intitule « Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles à l'horizon 2050 » et qui présente en fait des éléments pour quantifier quelle serait l'augmentation de sinistralité de l'inondation selon différents scénarios du GIEC, RCP 4.5, RCP 8.5, à l'horizon 2050, et un autre papier rédigé par Covea et Risk WeatherTech sur les conséquences à l'horizon 2050 également de l'inondation. Donc ces 2 papiers, ils sont très intéressants parce qu'ils proposent 2 méthodes bien différentes pour estimer les coûts des inondations à l'horizon 2050. La première méthodologie proposée par CCR, ça va être en fait de modéliser à climat actuel 400 années d'une année 2023, quand le papier a été rédigé. Donc, ils ont demandé à Météo France, avec son modèle Arpège Climat, de générer 400 fois l'année 2023, avec en input une concentration de CO2 qui correspond à celle qu'on a pu observer. Et ils ont calculé quel était le montant des inondations à partir sur ces 400 années simulées pour 2023. Et en fait, ils ont fait le même travail sur 400 années de simulation en 2050, selon le scénario RCP 8.5 et selon le scénario RCP 4.5. Et donc, ils ont pu
comparer quelle serait en fait la dérive du coût des inondations selon les deux scénarios, RCP 4.5, RCP 8.5, à l'horizon 2050. Et donc, ça résulte en une augmentation d'environ 110% de la sinistralité inondation. Et c'est à peu près ce chiffre qu'on retrouve également dans le papier de Covea et Risk WeatherTech sur l'impact de la sinistralité des climatiques à l'horizon 2050. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé une autre méthodologie. Cette fois-ci, ils ont utilisé une approche multimodèle, là où CCR s'est basé sur uniquement un modèle Arpège Climat de Météo France. Covea et Risk WeatherTech sont partis sur une approche multimodèle, donc ce sont des modèles climatiques qui sont open source, diffusés par des universitaires européens, français, mais aussi américains ou japonais, qui donnent aussi des impacts en termes notamment de précipitations, selon différents scénarios climatiques, RCP 4.5, RCP 8.5, et ils ont été capables de transformer ces impacts précipitations en impacts sinistralité pour choquer, entre guillemets, une sinistralité actuelle et mesurer un impact de la sinistralité inondation à l'horizon 2050. Et donc, on retrouve à peu près cette augmentation de 100% en fait, de la sinistralité pour le péril inondation à l'horizon 2050. Climatiquement, avec le changement climatique, on s'attend à avoir une baisse globale des précipitations, mais une hausse significative des précipitations intenses en termes de fréquence. C'est-à-dire qu'on pense, enfin le consensus actuel sur le climat concernant l'inondation, c'est que chaque degré supplémentaire de réchauffement dans l'atmosphère va amener une augmentation de 7% de l'humidité de l'air. Et plus notre air va être humide, plus il va être en capacité de se concentrer pour redonner des précipitations qui vont être intenses. Donc ce plus 7%, il va se traduire en intensité en fait, on aura des précipitations intenses plus fréquentes. Ce qui aussi catalyse le coût des inondations, c'est d'une part le changement climatique, mais aussi le développement de l'exposition. Donc, on a de plus en plus de maisons qui continuent à être construites, et donc on a un développement des enjeux assurés, et ça constitue un vecteur important d'augmentation de la sinistralité. Donc, voilà un petit peu pour le tour d'horizon, pour planter un peu le décor des inondations. Je vais maintenant laisser la parole à Eve pour parler un peu plus en détail des enjeux assurantiels. Alors, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de comment est-ce que ce risque inondation peut impacter les assureurs non-vie aujourd'hui. Donc, la première chose à laquelle on pense, c'est effectivement la tarification. Donc, normalement, quand on tarifie, oui, quand on tarifie un contrat d'assurance habitation, on va se baser sur des données historiques. Donc, en fait, on va calculer une prime pure sur des événements passés d'inondation dont on sait aujourd'hui qu'ils vont être en deçà de ce qu'on va voir dans les années futures. Donc, se pose la question de justement comment prendre en compte les futures tendances climatiques en termes d'inondation dans la prime qu'on va appliquer aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas pour l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer en termes d'inondation. Donc, nos travaux de modélisation vont essayer de répondre à cette première question. On peut penser également à des impacts en termes de souscription. Donc, en fait, on va se rendre compte dans ce que je vais vous présenter ensuite qu'il y a beaucoup de nouvelles variables qui vont avoir un impact sur la vulnérabilité de tel ou tel bâtiment face au risque inondation. Et ces variables-là, en fait, on ne les a pas aujourd'hui. Donc, on va se poser la question de est-ce qu'il faut inclure ou pas des nouvelles variables à demander à la souscription, par exemple le type de matériaux de construction, ou est-ce qu'il y a des systèmes de prévention qui sont installés face aux inondations sur le bâtiment. Et tout ça, on ne le sait pas. Donc, on va se poser la question de est-ce que, par exemple, on peut penser à des mesures incitatives à la prévention, par exemple, une réduction de prime si on s'équipe d'un bâtard d'eau. Donc, un bâtard d'eau, c'est quelque chose qu'on peut installer devant les fenêtres ou devant les portes pour empêcher l'eau d'entrer. Donc, on peut penser à tout un tas de mesures à la souscription. Et enfin, en termes de sinistralité, donc avoir un modèle qui va estimer rapidement la sinistralité, ça peut être intéressant dans le cadre de provisionnement. Et puis, on peut également, quand on projette du coup notre modèle, on va pouvoir faire une estimation des sinistres larges qui sont toujours un petit peu délicats à estimer à une date T. Donc voilà quelques exemples de problématiques que peuvent poser les inondations aujourd'hui à des assureurs. Et donc nous, on a essayé de réfléchir à comment construire un framework, un cadre de modélisation un petit peu complet qui va donner des estimations rapides de pertes face au risque inondation. Donc là, c'est un petit peu un overview très intuitif de ce qu'on a essayé de construire. Donc, le premier bloc, ce sont les données portefeuille. Donc, effectivement, quand on a un assureur, du coup, on va avoir dans notre portefeuille, on va avoir une liste
bâtiment, d'appartement ou de maison à assurer. On va avoir la latitude, la longitude, l'adresse exacte, on va avoir la surface, on va peut-être avoir l'étage, mais on ne va pas avoir beaucoup plus. Donc, il va falloir enrichir ces données portefeuille par des données externes. Par exemple, le matériau des murs, est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce qu'on va avoir cette variable? Par exemple, la valeur le coût de construction du bâtiment ou le coût de reconstruction. Ensuite, on va avoir les caractéristiques du risque inondation. Donc, il faut effectivement pouvoir quantifier le risque d'un bâtiment donné face aux inondations. Donc, il nous faut la hauteur d'eau si jamais il y a une inondation. Il faut la durée d'immersion. Il va y avoir d'autres données que je vais présenter après. Et puis, il nous faut, dans un cadre de modélisation où on veut projeter l'inondation, il nous faut des scénarios futurs. Donc là aussi, il va y avoir une réflexion autour des scénarios. Qu'est-ce qu'on prend comme scénario? Et ensuite, une fois qu'on a ces deux types de données, comment les combiner pour estimer une perte? Donc là, il va y avoir plus de modélisation plus classique, on va dire. Donc, le but de ce bloc, c'est de transformer des données portefeuille, des données de caractéristiques du risque en estimation de perte. Et pour faire ceci, donc, on a soit des données historiques sur un portefeuille où on peut caler un modèle d'estimation de perte en fonction des caractéristiques du bien et de l'inondation. Donc ça, on peut le faire. Et si on n'a pas de données portefeuille, c'était notre cas, donc on avait un portefeuille fictif, on a fait une estimation. Donc en fait, il y a des courbes de taux de destruction en fonction de la hauteur d'eau. Et donc, on peut utiliser ces courbes-là et qu'on applique du coup à la surface, à la hauteur d'eau, et il nous faut un coût associé. Donc là, nous, on a pris, dans le cadre de notre étude, on a pris le coût de construction des bâtiments. Alors, c'est un proxy. On sait que le coût de reconstruction, globalement, est quand même plus élevé que le coût de construction. Et encore, ça dépend des matériaux. Et enfin, en sortie, on a du coup un CSV tout simple avec chaque ligne qui correspond à un bien assuré et une perte associée. Donc, en sortie, on peut utiliser ces sorties pour faire des analyses de quelles sont les variables les plus significatives sur les pertes. On peut faire des analyses de coûts moyens par département, par région, à la maille qu'on veut. Et voilà. Alors, donc du coup, nos travaux, on s'est basé sur le framework que je viens de vous exposer pour essayer d'estimer les pertes dues aux inondations par débordement et un petit peu par submersion marine. Donc, on a développé deux frameworks différents. En fait, on a le modèle Catastrophe Tool qui donne des estimations de coûts par différents événements d'inondation à climat actuel. Et on a le Scénario Analysis Tools où en fait, on va faire des estimations basées sur des projections de scénarios climatiques du GIEC. Toutes les données qu'on a utilisées sont en open source. On a créé un portefeuille fictif parce qu'on n'avait pas de portefeuille client. Donc, on a généré un portefeuille fictif qui est censé être représentatif des biens assurés en France. Et du coup, je vais vous faire juste un petit zoom sur nos deux modèles pour bien que vous compreniez la différence entre les deux. Donc, en fait, tout va se jouer au niveau de la brique jaune, donc des caractéristiques du risque inondation. Les données portefeuille ne bougent pas. Le modèle de perte dû aux inondations ne bouge pas. C'est surtout les scénarios futurs d'inondation en fait qui vont différer entre les deux modèles. Donc, dans le cas de tout le modèle, en fait, on va avoir une hauteur d'eau par période de retour à climat actuel. Donc, en fait, on ne fait pas de projection de quelles vont être les inondations à horizon 50 ans. On se place vraiment à climat actuel et on garde les périodes de retour sur donc 1 sur 20, 1 sur 200 et 1 sur 1000. Et dans le deuxième modèle, là, on va vraiment réutiliser les scénarios du GIEC et on va simuler des hauteurs d'eau jusqu'à un horizon 2100. Une autre différence entre les deux modèles, c'est que le CAT-TOOL modèle, du coup, prend en compte les débordements de cours d'eau et la submersion marine, là où le scénario analysis modèle ne prend en compte que les débordements de cours d'eau. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on a fait toute une recherche en fait de revue de littérature pour savoir quelles étaient les variables qu'on devait inclure dans le bloc vert, donc qui est les caractéristiques du bien assuré, et dans le bloc jaune, caractéristiques des inondations. Donc, on a trouvé qu'en fait, il y avait trois principales familles de variables à prendre en compte. On va avoir des caractéristiques
sur l'inondation, des caractéristiques sur les mesures de prévention et des caractéristiques sur les matériaux de construction utilisés sur le bâtiment. En termes de caractéristiques d'inondation, donc on en a 4 qui sont très importantes, qui vont avoir un impact sur les dégâts causés par une inondation. Donc tout d'abord, la hauteur d'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la hauteur d'eau ne va pas impacter de façon linéaire. Donc c'est pas plus on a une hauteur d'eau, plus on a des dommages de façon linéaire. Ça va être par palier. En fait, on va avoir un premier palier au niveau des plaintes, où en fait on va avoir juste le sol, les revêtements au sol qui vont être abîmés. On va avoir un deuxième palier un petit peu au-dessus des prises électriques. On va avoir déjà des premiers dommages au niveau des installations électriques. Ensuite, on a juste en dessous du plafond où en fait on va avoir les luminaires et les vitrages qui sont aussi impactés. Et enfin, quand on arrive au premier étage, quand on arrive vraiment, on dépasse en fait le plafond, on va avoir des dégâts au niveau je ne sais plus comment on appelle ça, et la tuyauterie qui est entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et les installations électriques qui sont entre les 2 étages également. Voilà, donc cette variable-là, elle est primordiale. On peut la voir dans les données du TRI, donc les territoires à risque important d'inondation. Cette base de données qui est en open source, elle nous donne la hauteur d'eau minimale, la hauteur d'eau maximale. Elle nous donne également, donc par période de retour, donc intéressant pour notre outil CAT2 modèle. Et on a également la hauteur de construction. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, si on a hauteur d'eau, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, 1 mètre par rapport au sol, mais qu'en fait, notre bâtiment, lui, il est surélevé, on va voir la hauteur de construction et donc on va pouvoir faire le différentiel pour effectivement cibler le fait que ce bâtiment-là ne va pas être touché par une inondation à 1 mètre. On va voir la durée d'immersion qui joue également beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un facteur d'aggravation des dommages. C'est pas pareil si vous avez une inondation qui va durer 2 heures ou une inondation qui va durer 2 jours. En fait, l'eau va s'infiltrer dans les matériaux de construction. Ça va faire gonfler les matériaux et engendrer beaucoup plus de dommages. Alors, normalement, cette donnée est disponible dans la base BDHI, donc base de données historiques sur les inondations. En février, la base, enfin, sur le site, on n'y avait pas accès, je n'ai pas revérifié depuis. Mais en tout cas, a priori, cette donnée est disponible. Et enfin, on a 2 autres variables qui sont également importantes. Donc, la vitesse du courant. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va avoir de courant, plus la pression exercée sur les murs va être importante, engendrant plus de dommages. Ça va engendrer également de l'érosion des sols, donc qui va causer des dommages au niveau des fondations. Et il va y avoir également la projection d'objets lourds, comme des voitures, contre les bâtiments, ce qui peut être également embêtant. Et enfin, la turbidité et la pollution de l'eau. Donc, en fait, ce sont toutes les petites particules qui sont en suspension dans l'eau. Ça peut être des polluants, ça peut être des produits toxiques qui vont en fait s'infiltrer dans les matériaux. Et ça, pour le coup, en fait, ça conduit ensuite à une destruction totale du bâtiment parce que même si le bâtiment reste debout, ça va alors je ne sais pas comment on dit ça, mais en gros, quand ça s'infiltre, ça détruit le matériau de l'intérieur, ça dégage des odeurs fortes et nauséabondes, ce qui fait qu'en fait, le bâtiment devient totalement inhabitable. Et il faut, la seule façon, en fait, de réparer, c'est de détruire puis de reconstruire. Alors, pour la vitesse du courant et la turbidité et pollution de l'eau, on n'a pas trouvé de base publique à ce jour, donc on ne les a pas incluses dans notre modèle. La durée d'immersion, on ne l'a pas inclus non plus. Par contre, la hauteur d'eau, à ce jour, elle est dans notre modèle. Alors, des différentes stratégies face à l'inondation. Il y a 3 grandes stratégies qui ont été définies. Donc, la première stratégie, c'est l'évitement. Donc, en fait, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée aujourd'hui dans les zones à risque sur les bâtiments neufs. Donc, cette stratégie consiste en fait à construire le bâtiment de base, de telle sorte à ce que l'inondation n'ait pas d'emprise sur le bâtiment. Donc, ça peut être construction sur des remblais, donc surélevé par rapport au niveau de l'eau. Ça peut être construction sur pilotis, ça peut être des bâtiments flottants également. Et on peut également créer un vide sanitaire au rez-de-chaussée. Donc, en termes de variables d'intérêt, donc l'existence de pilotis, on pourrait les avoir en exploitant des données LIDAR. Donc, ce sont des données, en fait, alors, tu les connais un peu plus que moi, mais si je me souviens bien, ce sont des données qui sont utilisées, qui sont récupérées grâce, en fait, à des
Non, je vais dire des bêtises. Ouais, en fait, c'est des nuages de points qui sont récupérés par collecte aérienne. Donc, on équipe sur des avions un lidar. Et donc, en fait, un lidar, c'est un capteur qui envoie des signaux, de la lumière, un laser, en fait. Et on récupère en fait la durée entre le signal émis et le signal reçu. Comme ça va à la vitesse de la lumière, on est capable d'obtenir en fait la distance. Et en fait, il y a une très grande densité de points. C'est une 50aine de points par mètre carré. Et donc, ça permet de reconstituer le territoire de manière très fine. Et l'IGN est en train de le faire en ce moment. Et donc, à date, c'est 90% du territoire qui est couvert par le lidar brut. Et puis, il y a un deuxième travail de classification de chaque point lidar qui est fait aussi par l'IGN. Et donc, ça, on est à 50% du territoire qui est classifié pour dire en fait si on a affaire à la végétation haute, basse, etc., de l'eau, du sol, un bâtiment, etc. Ouais, c'est notre expert en données géospatiales. Donc, effectivement, avec ces données, on pourrait repérer l'existence de pilotis. Les remblais et les vides sanitaires, on peut les cibler, les remblais grâce aux données IGN, donc on peut avoir la hauteur de construction, et les vides sanitaires, donc on pourrait demander en fait, on demande en général l'étage à la souscription, et en fait du coup la personne va déclarer un étage 1 au lieu de déclarer un étage 0, et donc là en fait si on inclut l'étage dans notre modèle de perte, on va pouvoir cibler du coup ces vides sanitaires. Et les constructions flottantes, malheureusement, on n'aurait pas de données disponibles autres que sur déclaration de l'assuré. Et malheureusement, l'assuré, en général, lui-même ne sait pas si son bâtiment est construit, est une construction flottante ou pas. Donc voilà pour la stratégie éviter, qui est la plus efficace, la moins coûteuse et la plus, aujourd'hui, on essaye de la privilégier. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de résister, qui est la plus intuitive finalement. C'est j'ai mon bâtiment, il est ancien, il est neuf, peu importe. Comment est-ce que je peux me protéger face à une inondation qui arrive? Donc, il s'agit en fait de mettre des remparts. Donc, on peut construire par exemple un petit muret autour de la maison. On peut installer des bâtards d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce sont des sortes de grandes comme des rideaux métalliques, quoi, mais qu'on installe en fait devant les portes et les fenêtres. Et on peut également installer des clapets anti-reflux pour éviter la remontée d'eau usée qui vont effectivement occasionner plus de dégâts. Par contre, cette stratégie, elle est un petit peu pas aléatoire, mais elle dépend de beaucoup de paramètres. Déjà, il ne faut pas que ce soit une inondation qui dure longtemps. Il ne faut pas que ce soit une inondation de plus de 1 mètre, parce que les bâtards d'eau en général ne vont pas au-delà. Et il faut qu'on ait un délai d'alerte suffisamment important pour que les gens en fait puissent avoir le temps d'installer tous ces éléments. Et on n'a pas, en termes de données, donc on n'aurait pas ces données disponibles. Par contre, là, ça rejoint ce que j'ai dit sur la souscription. On pourrait inciter les gens à s'équiper de ce genre d'équipement de prévention grâce à des réductions de primes ou des avantages. Voilà. Et enfin, dernière stratégie, céder, c'est-à-dire qu'on laisse l'eau rentrer. Il vaut mieux parfois éviter de mettre des obstacles supplémentaires qui de toute façon vont être détruits par l'inondation. Donc en fait, on fait le choix de laisser entrer l'eau. Par contre, du coup, on va essayer de construire le bâtiment de telle sorte à ce que les dégâts soient minimes. C'est-à-dire, on va opter pour des matériaux de construction qui ne vont pas être endommagés par une inondation. On va essayer d'installer toutes les installations électriques au premier étage. En gros, le rez-de-chaussée, c'est une salle de jeu ou une salle, une pièce qui n'est pas trop d'intérêt, et tous les équipements vraiment importants, on va les mettre au premier étage. En termes de variables d'intérêt, du coup, il nous faudrait les matériaux de construction. Donc ça, soit on pourrait les demander aux assurés, mais peu probable qu'ils aient vraiment une information fiable. Et sinon, on peut avoir des informations partiellement disponibles en open data, où on aurait par exemple que le matériau de construction extérieur, et on n'aurait pas tous les revêtements intérieurs, etc. Alors, un petit slide sur l'impact des mesures d'adaptation. Donc, quand on voit ce graphique, on voit quand même que le coût des inondations depuis 1988 présente une nette hausse et que ça coûte très très cher. Donc, les projections, les estimations effectuées montrent qu'on passerait de 16 milliards d'euros entre 1988 et 2013 à 34 milliards d'euros entre 2014 et 2039.
Donc, ça fait quand même un gros gap. Alors, en termes d'investissement, donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en termes de prévention depuis 1995. Donc, ce sont les plans de prévention des risques d'inondation, les PPRI. Donc, il y a, alors j'ai plus, si ça coûte 96 millions d'euros par an en termes d'investissement pour la prévention. Et on estime qu'à horizon 2050, il faudrait plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires chaque année en termes de prévention pour espérer avoir une réduction de la sinistralité annuelle à 130 millions d'euros. Voilà, donc le constat en fait aujourd'hui, c'est de se dire en 95 du coup, donc juste ici, il y avait un certain montant qui était alloué en termes de prévention et on estimait un certain montant de pertes à horizon 2050, mais vu l'évolution sur les dernières années, on sait qu'il faudra mettre beaucoup plus d'efforts pour espérer réduire effectivement les coûts des inondations à horizon 2050. Enfin, les dernières caractéristiques, donc caractéristiques du bâtiment et vulnérabilité. Donc, comme je l'ai déjà dit, un bâtiment en béton, ça va beaucoup mieux résister face aux inondations qu'un bâtiment en bois. Il y a le Centre de prévention du risque d'inondation qui a élaboré un tableau extrêmement précis des probabilités de dommages en fonction de la hauteur d'eau, de la durée d'immersion et des revêtements en faisant, donc là j'ai mis un petit extrait du tableau, mais il fait 3-4 pages. Donc sur chaque matériau utilisé, sur chaque partie des ouvrages, chaque caractéristique, on a une probabilité de dommage estimée. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez que pour tout ce qui est papier, peinture, textile, bois, pour une inondation supérieure à 3 jours, on est à 100% de dommages. Là où pour du béton, du métal ou des briques, on est à 0 ou 5%. Voilà, donc en résumé sur toutes ces variables, en fait, on a... Alors, c'est très difficile d'avoir toutes ces données en open source. Ce qu'on a retenu pour notre modélisation, donc je résume, c'est la hauteur d'eau en termes de caractéristiques d'inondation. Et on peut rajouter également les matériaux de construction externes. Et pour l'instant, c'est tout, sachant qu'on peut enrichir si, par exemple, un assureur a posé d'autres questions lors de la souscription, on peut enrichir ces données-là. Maintenant, on va passer à toutes les données qu'on a utilisées et les modèles en soi qu'on a développés. Donc effectivement, en France, on a tout un écosystème de données externes, open data, donc gratuite, libre de réutilisation, qui est à disposition de manière générale sur le territoire, mais aussi sur les risques et les aléas, qu'ils soient naturels ou techniques, mais aussi des données climatiques, météorologiques. Et donc en fait, cette petite slide, c'est pour faire un tour d'horizon sur les données externes qui sont disponibles pour appréhender le risque d'inondation. Donc on a de nombreuses données qui sont gouvernementales, notamment les EAIP, donc ce sont les enveloppes approchées d'inondation potentielles, les TRI, qui sont les territoires à risque important d'inondation, ce sont les données qu'on a pu utiliser dans le cadre de notre modélisation. On a aussi les AZI, donc les atlas de zones inondables, ou encore les PPRI qu'elle va présenter rapidement, qui sont les plans de prévention des risques d'inondation. Donc ça, ce sont des sources gouvernementales qui renseignent sur le risque d'inondation sur le territoire français. En plus de ça, en complément, on a des services qui sont aussi de l'État, qui sont notamment Vigicru et Vigicru Flash, qui donnent en fait des alertes en fonction des débits observés des cours d'eau sur la probabilité d'avoir une crue. Et donc, c'est des outils qui peuvent être utilisés notamment pour de l'alerting. En plus de ces sources-là, il existe des données et des mesures de Météo France qui sont disponibles en open data depuis janvier 2024 et qui renseignent notamment en fait sur les cumuls de précipitations à différentes mailles temporelles. On peut avoir les précipitations sur 6 minutes, 1 heure, plusieurs heures, une journée, etc. En plus de ces données de Météo France, on peut aussi avoir des projections hydroclimatiques, donc à la fois de précipitations, mais aussi de débit et de hauteur d'eau qui sont réalisées par le DRIAS. Donc le DRIAS, c'est en fait le laboratoire de recherche de Météo France qui est spécialisé dans la projection de données climatiques sur le territoire français. Et en plus du DRIAS, il existe aussi Eau-France, donc c'est aussi un service gouvernemental qui met à disposition, à travers de nombreuses API, des informations sur les débits et les hauteurs des cours d'eau, mais aussi sur la profondeur des nappes phréatiques, la qualité de l'eau,
mais aussi la vitesse d'écoulement, etc. Et donc tout ça, c'est disponible en open data qu'on peut requêter via API en temps réel ou alors récupérer l'historique sur plus de 20 ans. Et enfin, en plus de ces éléments qui sont descriptifs du risque inondation et de l'aléa, on peut avoir aussi des données de description du territoire qui sont fournies par l'IGN, qui est donc l'Institut géographique national, qui va notamment renseigner sur l'altitude, qui est important pour la topographie, pour analyser en fait le risque d'inondation, mais aussi sur les éléments hydrographiques, donc cours d'eau, lacs, rivières, etc., en France. Donc on a tout cet écosystème de données qui peut être utilisé pour modéliser le risque d'inondation ou du moins mieux le comprendre et mieux l'appréhender. Une autre source qu'on voulait vous présenter aujourd'hui et qui a retenu notre intérêt, c'est la source de données GLOFASS. Donc en fait, c'est un programme européen de détection d'inondations de pointe qui est mis en place en fait par Copernicus. Donc Copernicus, c'est un service de mise à disposition de données satellites. On retrouve notamment les satellites de la constellation Sentinel qui donnent en open source des données d'images satellites, mais aussi des données climatiques qui sont récupérées aussi par satellite. Ici, GLOFASS se base sur des qui utilisent le SAR. Donc SAR, c'est un radar à synthèse d'ouverture. Donc en fait, c'est un radar qui envoie des ondes électromagnétiques. Ça a l'avantage, enfin c'est porté par un satellite, ça a l'avantage de passer à travers les nuages, l'onde électromagnétique, ce qui est pratique quand les inondations sont souvent lors de temps de pluie où on a une forte couverture nuageuse. Et ça a aussi la caractéristique sympathique de renvoyer un signal différent s'il y a la présence d'eau. Et donc, en fait, des scientifiques se sont attelés à rédiger des algorithmes qui permettent en fait de déterminer si oui ou non un pixel, donc de 10 mètres par 10 mètres, c'est la résolution du satellite, va être inondé ou pas. Et donc, en fait, on a 3 algorithmes qui ont été développés par 3 universités européennes qui votent. Et quand on a un consensus pour dire ce pixel est inondé, alors ça ressort comme inondé. Et donc, GLOFASS met à disposition cet historique d'inondation sur le territoire européen. Sur le territoire mondial aussi, il me semble, mais c'est plus de l'open data. Donc sur le territoire européen, on peut récupérer l'historique de manière gratuite et on peut aussi avoir une prévision. C'est-à-dire qu'en fonction de scénarios de précipitation, là je parle plutôt de prévision donc à l'échelle de 7 jours par exemple, pas à l'échelle climatique, donc 2050, on peut avoir aussi des prévisions d'inondation pour de l'alerting à la maille de 10 mètres par 10 mètres, donc très fin, c'est la maille d'intérêt pour l'inondation qui est un péril qui est très localisé. Donc voilà un peu pour cette source GLOFASS qui permet en fait d'avoir des informations supplémentaires que par exemple les arrêtés catastrophes naturelles qui donnent l'information d'inondation pour une commune. Là, on peut avoir vraiment l'emprise détectée par le satellite. Si on veut maintenant utiliser par exemple les données de Météo France, donc là on a récupéré au 2 janvier 2024, dès que les données sont sorties, un historique de précipitations journalières mesurées en France. Donc on voit qu'on a 9000 stations, il me semble, 9000 stations de mesure en France pour les précipitations Météo France qui sont accessibles en open data. On les a récupérées. Et l'idée, c'est que ces données, elles sont ponctuelles, donc c'est en station. Et pour pouvoir les utiliser dans nos modèles ou pour mieux comprendre les phénomènes, il faut souvent l'extrapoler pour avoir sur tout le territoire, avoir une variable continue sur tout le territoire. Et donc, une méthode qui existe, c'est le crigeage. Donc, c'est une méthode qu'on appelle géostatistique qui va prendre en fait en compte la répartition géographique de la donnée. Et donc, pour chaque couple de données, on va venir calculer la différence de précipitation. Donc, par exemple, si j'ai une station à Paris, une station à Marseille, je calcule la distance entre ma station à Paris et ma station à Marseille et je calcule la différence de précipitation entre les deux. Et à partir de ça, je suis capable de capturer la structuration spatiale de ma donnée. Et donc ça permet en fait de calibrer notre modèle. Donc, avec une méthode type moindre carré, on va fitter à un modèle connu. Donc, par exemple, il y a des modèles exponentiels, etc. Notre structuration spatiale pour enfin arriver à cette extrapolation en fait, de la donnée sur tout le territoire français. Et donc ça permet d'avoir en tout point une information de précipitation, là où quand on a une information que ponctuelle, on n'a pas d'info ou alors on est moins précis. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée à la fois sur les données de précipitation, mais aussi sur les données de température, d'altitude, etc., dès qu'on a une structuration spatiale de l'information. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon des données qui peuvent caractériser le risque d'inondation. Si on rentre maintenant plus en détail dans la modélisation qu'on a effectuée, je vais vous présenter un peu le premier grand bloc qui était la construction du portefeuille fictif. Donc pour construire notre portefeuille fictif, on est encore parti de l'open data, donc plus précisément de la BDNB, donc qui est en fait une source qui renseigne sur les bâtiments français, qui est créée par le CSTB, donc c'est le centre ou le comité scientifique et technique du bâtiment français.
qui utilise notamment la BD Topo, qui est une base qui renseigne sur l'aménagement du territoire français qui est fourni par l'IGN. Et c'est une fusion en fait, d'autres bases aussi, notamment sur les réseaux Enedis, etc., qui donnent aussi des informations sur le diagnostic de performance énergétique des bâtiments. Donc en fait, on a ici un rassemblement de connaissances sur les bâtiments français. Et nous, on a tiré aléatoirement dans cette base de données des maisons, des appartements, pour se construire en fait un portefeuille fictif de 100 000 logements en France pour représenter un assureur. Et on a fait plusieurs tirages. On a choisi un tirage où on avait une représentation de 73% de maisons, 27% d'appartements, pour en fait représenter un assureur qui serait un peu plus rural, un peu plus exposé aux inondations, sachant qu'en fait les appartements sont naturellement moins exposés de par leur hauteur. Donc voilà un peu pour la construction du portefeuille fictif. Si on rentre maintenant plus dans le détail de la variable de risque, donc comme Eve l'a introduit précédemment, on a utilisé les TRI, donc territoire à risque important d'inondation. Ces TRI relèvent d'une directive européenne de 2008 de connaissance du risque inondation en Europe. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les préfets ont identifié les zones qui concentraient des enjeux importants pour eux, donc en termes de population, en termes d'économie, mais aussi en termes culturels, de bâtiments, etc. Et sur ces zones à fort enjeu, des experts du risque inondation, donc hydrologues, climatologues, géographes, cartographes, sont allés sur le terrain pour mesurer en fait les emprises potentielles des inondations selon 3 périodes de retour, donc 20 ans, 200 ans, 1000 ans. Et donc ça pour le débordement de cours d'eau, donc c'est la cartographie de droite, et la submersion marine. Et donc on obtient en fait des cartographies qui sont très précises, mais avec le biais de ne représenter que les zones à fort enjeu. C'est-à-dire que les zones qui vont être rurales vont être, ne vont pas être topées en fait dans cette cartographie-là. Donc pour compléter, il y a différentes stratégies. On peut utiliser notamment les cours d'eau de l'IGN en se disant que à proximité d'un cours d'eau, on est plus à risque. Voilà, il existe différentes stratégies pour compléter ces données-là. Nous, on s'en est tenu au traitement de cette donnée classique, enfin l'utilisation de cette donnée classique. Et la deuxième source de données de risque qu'on a utilisée, et cette fois-ci, c'est pour le deuxième modèle, le deuxième framework, si on peut l'appeler comme ça. Donc, première donnée, ici les TRI, on est vraiment sur de la donnée de hauteur d'eau en fonction d'une emprise et selon des périodes de retour. Là où sur plutôt le scénario analysis tool, comme on l'a appelé, on va être sur des scénarios de hauteur d'eau, autour des cours d'eau, donc projetés à l'horizon 2050, 2060, 2100, etc., selon différents scénarios du GIEC, donc RCP 4.5, RCP 8.5. Et donc ici, pour l'illustration, on vous a représenté les hauteurs d'eau maximales des inondations simulées en 2060 selon le scénario RCP 8.5. Et donc en fait, on voit que autour des cours d'eau, en fait, c'est que les cours d'eau ici qui sont stressés via en fait des précipitations qu'on pourrait recevoir en 2060 selon le scénario RCP 8.5 et quel débordement ça pourrait amener, enfin quelle hauteur d'eau ça pourrait amener. Ici, on voit 21 mètres, ça peut être un peu trompeur. On n'aura pas 21 mètres dans une ville, c'est plutôt 21 mètres par rapport au lit de la rivière. Et donc, en fait, ça va être pour des cours d'eau qui sont assez profonds. Mais ce qu'on peut s'imaginer, c'est que, par exemple, le lit de la rivière fait 18 mètres. Et donc en fait, on a 3 mètres et demi qui débordent. Donc, il y a un traitement qui est quand même... il y a un retraitement à faire à partir des données du territoire. Et je vais laisser la parole à Eve pour vous présenter le framework. Donc là, on va vous présenter le framework de chacun des deux modèles. Donc, le premier qui est le plus simple, donc le tout modèle, on en a déjà parlé. Donc, en fait, on vient déjà prendre les caractéristiques de l'inondation. Donc, dans le cadre du tout modèle, on a dit, ce sont l'emprise et la hauteur d'eau par période de retour, donc 20 ans, 200 ans, 1000 ans, issus du TRI. Ensuite, on vient le brancher à notre portefeuille fictif, dans lequel on a la localisation des biens, les caractéristiques et une somme assurée. Ce bloc-là, du coup, on peut, donc là, c'était dans le cadre de nos travaux, mais bien évidemment, un assureur réel peut mettre à la place son portefeuille à lui, avec d'autres caractéristiques, et on peut l'enrichir, notamment, donc là, on a pris, par exemple, en termes de valeur, on a pris la valeur moyenne du mètre carré, et on peut l'enrichir avec d'autres valeurs qu'on aurait, d'autres variables, et notamment également avec la BD Topo, on pourrait rajouter le matériau de construction externe. Ensuite, on a le bloc fonction de dommage qui va convertir en fait la hauteur d'eau en taux de destruction en utilisant les tables des courbes de destruction dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va prendre en compte la surface, le taux de destruction, la hauteur d'eau, et ça nous donne en fait finalement une perte pour un bien donné. Et en sortie, on a toutes les pertes simulées à une maille géographique qu'on aura définie. Alors, en termes de résultats, voici ce qu'on peut obtenir.
Donc là, vous avez reconnu, c'est la Seine, avec Paris. Donc tout ce qui est en rouge, en fait, c'est là où on a des sinistres. Tout ce qui est en bleu, ça représente les hauteurs d'eau. Et en fait, donc en rouge, quand c'est bleu, c'est qu'on a une hauteur d'eau donc à 0,5 mètres, 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres, mais pas de biens assurés. Il n'y avait pas de biens dans notre portefeuille fictif. Et tout ce qui est en rouge, c'est là où effectivement, on a eu des pertes qui ont été estimées. Donc, avec ce type d'information, déjà, on peut représenter graphiquement nos pertes de notre portefeuille. On peut également calculer des pertes moyennes par région, par département ou à une maille plus fine. Donc ça, c'est le premier volet, vraiment pertes moyennes agrégées ou à une maille très fine. Ensuite, on peut, grâce à ce modèle, faire une analyse finalement de notre sinistralité en fonction des variables. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, on a tracé la proportion de biens présentant un sinistre sur notre portefeuille en fonction de la distance à la côte. Donc là, on voit qu'effectivement, quand on est entre 0 et 5 mètres de la côte, on a effectivement une forte proportion de biens assurés qui sont touchés, donc à peu près 30%. Et puis plus on s'éloigne, moins on a de sinistres. Par contre, si on fait le même graphe, mais par exemple avec la distance au cours d'eau, on va avoir en fait donc une sorte de décroissance comme ça, et puis un plateau assez rapidement, ce qui signifie que finalement la distance au cours d'eau n'est pas une variable si déterminante que ça pour la sinistralité, alors que la distance à la côte, si. Donc voilà le type d'analyse qu'on peut faire déjà en première analyse avec notre modèle. Je laisse présenter l'autre. Et peut-être juste pour compléter ce qu'elle vient de dire, c'est vrai que la distance au cours d'eau ne nous est pas apparue comme ayant beaucoup de signal pour la sinistralité, mais en fait, c'est la distance au cours d'eau simple. Il aurait fallu en fait la combiner notamment en fait à la hauteur par rapport à la rivière, c'est-à-dire qu'en fait, si on est à 10 mètres de la rivière, mais 10 mètres au-dessus de la rivière, on n'est pas à risque. Par contre, si on a 200 mètres de notre rivière, mais 50 mètres en dessous, là, on est à risque en fait. Et donc, c'est aussi un schéma, mais qu'on n'a pas intégré ici, où on rajoute cette dimension, est-ce qu'on est en dessous du cours d'eau ou au-dessus du cours d'eau, et là, on voit que la fréquence, elle est vraiment bien supérieure quand on est en dessous du cours d'eau, ce qui semble logique. Voilà, donc il faut... c'est bien de croiser aussi avec la représentation du territoire pour avoir des choses plus précises. Et peut-être pour revenir aussi sur le schéma, donc on l'a appelé CAT-TOOL modèle aussi parce que ça reprend en fait un peu l'architecture classique d'un modèle de catastrophe. Donc on pourrait dire ici qu'on a un peu notre module aléa, donc on a les caractéristiques de notre inondation, le module vulnérabilité qui est notre portefeuille avec bien sûr des informations comme le matériau de mur, etc. qui influencent la vulnérabilité. Ici on aurait le module financier qui permet de calculer la perte et on aurait en fait les résultats de notre modèle, donc par période de retour des informations de sinistralité. Si on passe maintenant au deuxième framework, deuxième modèle qu'on a pu mettre en place, cette fois-ci en utilisant des données par période, enfin pas par période de retour maintenant, mais par scénario GIEC. Ce qu'on a utilisé du coup, ce sont des caractéristiques d'inondation stressées en fonction des scénarios du GIEC. Donc par exemple le RCP 2.6, 6.0, 8.5, qui nous donnent en fait des hauteurs d'eau simulées d'aujourd'hui à 2100. Ce sont des hauteurs d'eau maximales annuelles qu'on peut observer, enfin qui ont été simulées. Ces hauteurs d'eau, on les tire de EasyMIP. EasyMIP, c'est un projet de partage de sortie de modèles climatiques qui est européen. Ces projections donc de hauteur d'eau de l'ordre du kilomètre pour la précision géographique. Et donc, il y a tout un travail de downscaling de cette information. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'inondation est un péril très localisé. On a besoin d'avoir une résolution fine pour pouvoir l'analyser de manière pertinente. Et donc, on est allé chercher au niveau de l'IGN un modèle numérique de terrain donc, qui décrit par pixel de 10 mètres quelle est l'altitude de notre terrain. Et donc, en croisant en fait les données de hauteur d'eau avec notre terrain, on a été capable de faire un downscaling, d'arriver à la dizaine de mètres sur les hauteurs d'eau, en se disant, en fait, en faisant une considération que l'eau passe à l'endroit qui est le plus bas. Quand on a des hauteurs d'eau, enfin, quand on a on a utilisé les pentes pour faire écouler l'eau et puis aussi pour faire passer l'eau dans les zones les plus basses. Et en fait, on a vérifié la conservation de l'eau en utilisant la proportion du territoire qui a été inondé. Donc, si on sait que, par exemple, sur un pixel d'1 km par 1 km, on a 80% du territoire qui est inondé, on vérifie que quand on a fait notre downscaling, effectivement, on a bien toujours 80% des pixels qui vont être inondés. C'était un peu nos hypothèses pour vérifier que le downscaling se passait bien. Ensuite, on a pu récupérer des hypothèses de niveau de protection.
donc à la fois réel et simulé. Donc ça vient de la base de données Flowpros, qui est aussi également européenne, et qui renseigne en fait sur la présence de digues, de barrages, etc., selon différents niveaux de protection. Donc il y a le actuel, le projeté, dans le meilleur monde, si on arrive à faire tous les projets qu'on a pour préserver le territoire, et simulé aussi en 2100. On a également utilisé le portefeuille fictif, là c'est le même, et la même fonction de dommage, donc c'est le même bloc. Et donc là, ce qui change, c'est en fait vraiment notre module aléa. On n'a plus des TRI par période de retour, on a vraiment des hauteurs d'eau à l'échelle 10 mètres par 10 mètres, selon différents scénarios climatiques. Et donc, on est aussi capable en fait, de récupérer une perte simulée selon l'horizon temporel et aussi également selon le scénario climatique. Et donc là, si on illustre un peu les résultats de modélisation, donc on voit la première donnée en fait qui est issue d'EasyMIP. Donc on voit que c'est des choses qui sont peu granulaires géographiquement finalement. Donc on voit autour des cours d'eau et des fleuves principaux des pixels qui peuvent être inondés. Et ensuite, on fait le travail de downscaling. Donc là, on est sur la ville de Rennes. Vous reconnaissez en gris les bâtiments, et les pixels bleus en fait vont représenter notre inondation en fonction de la hauteur d'eau. Donc c'est à peu près la même, enfin c'est la même échelle que tout à l'heure. Donc le bleu très clair, on a 0,5 mètres, un peu plus foncé 1 mètre, 2 mètres, puis 3 mètres. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que en croisant avec le MNT, on a été capable d'identifier où seraient les inondations de manière très fine. Et donc là, par exemple, on voit que la hauteur d'eau où elle est très importante, c'est notamment au niveau de la rue, et ça représente en fait finalement une petite cuvette dans notre MNT. C'est une zone un peu plus basse. Et donc, pareil, là, on n'a pas identifié en rouge les bâtiments qui ont pu être sinistrés, mais ça serait le même principe. On croise notre hauteur d'eau à la valeur de notre bâtiment, on applique la table de passage qui donne un taux de destruction en fonction de la hauteur d'eau, et on récupère une sinistralité. Je vais laisser Eve conclure sur cette modélisation. Voilà, donc on a, comme vous avez pu le voir, on a construit 2 frameworks qui sont différents mais complémentaires. Ils sont relativement simples. Le gros du travail était vraiment mis sur la recherche des variables importantes, pertinentes, et surtout les données, le traitement des données externes. Que dire d'autre? Attends, donne-moi mes notes. Désolée. Voilà, donc on a peu de modélisation finalement, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les données. Les améliorations qu'on peut apercevoir, c'est l'enrichissement via des variables que les assureurs auraient. Un travail sur le bloc fonction de perte, parce que pour l'instant, on a pris un taux de destruction et on a pris un proxy pour le coût de reconstruction. Mais effectivement, là, on pourrait mettre un vrai modèle pour estimer une perte plus fine en fonction de la hauteur d'eau, de l'étage, etc. On peut rajouter également une composante stochastique. Voilà, donc ça, ce sont des petites pistes d'amélioration. On peut également inclure, par contre, ça, c'est d'autres types de modélisation pour les autres types d'inondations. Donc là, c'est vraiment débordement de cours d'eau et submersion marine. Donc nos outils, ils sont très propres, clairs, lisibles, ils sont optimisés et ils laissent la place du coup à de la customisation si on veut l'enrichir. Ce qui est intéressant pour faire le lien avec le côté assurantiel, c'est qu'aujourd'hui, avec cet outil propre, on peut par exemple construire un zoné à horizon 2030 et le comparer avec notre zoné actuel pour voir les évolutions du zoné, inondation. On peut également calculer des primes pures à horizon 2030-2050 pour voir quel serait le différentiel avec la prime pure qu'on applique aujourd'hui et comment appliquer cette surcouche climatique due aux inondations petit à petit dans le temps pour finalement se rapprocher au plus du risque futur qui aujourd'hui n'est pas pris en compte. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour compléter aussi, voilà, l'idée c'était vraiment de présenter là le cadre de modélisation. On est bien conscient qu'il y a des biais, en fait, comme Eve l'a dit, c'est des modèles qui sont assez simples, basés sur l'open data et des outils open source. Et donc, en fait, on a vu l'open data est clairement améliorable, notamment sur les territoires à risque important d'inondation. Il faut les compléter. Aussi sur les données projetées de hauteur d'eau, selon les scénarios climatiques, il faut les downscaler. La méthode est améliorable. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de biais, de proxy, etc. Mais c'était vraiment pour présenter un cadre de modélisation et sachant que voilà, sur chaque petite partie, il y a des améliorations qui peuvent être faites et qu'on peut co-construire aussi avec les personnes qui souhaitent développer ce modèle, etc. Voilà. Merci à vous. Merci. Juste une question. Il n'y a pas vraiment d'IP pour les bâtiments. Vous avez utilisé quoi comme outil et comment vous avez normalisé ces données?
la BD Topo. En fait, on a utilisé, enfin, je suis pas sûr de voir le point sur l'ID, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré en fait les données de la BDNB en fait, donc c'est la base des bâtiments, et on a sélectionné aléatoirement 100 000 bâtiments en fait dans cette base. Et après, on a utilisé des outils type SIG, donc le système d'information géographique, pour géolocaliser nos bâtiments et récupérer leur emprise. Et en fait, à partir de ça, on avait des informations sur la surface, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça exactement votre question. Il n'y a pas d'ID unique pour un bâtiment. Donc, c'est la problématique sur laquelle ils sont, l'IGN est en train de travailler. Et ils ont des adresses, ils ont des. Pour le relier à une adresse, ça, oui, d'accord. Exactement. C'est ça qui pose la problématique pour le localiser exactement. Et les données qui ne sont pas normatisées, mais du coup, on a plusieurs sources. D'accord. Donc, vous avez dû travailler la normalisation de ces données que vous avez récupérées. Ouais, alors je comprends bien le point du coup. En fait, effectivement, nous, on a pu se passer en fait de toute la problématique géocodage et identification de l'adresse. Comme on partait en fait d'un portefeuille fictif, on n'a jamais considéré l'adresse, on a juste récupéré les bâtiments. Et c'est vrai qu'il existe plusieurs versions de bases de données, etc. Nous, dans la BDNB, on a gardé les bâtiments qui étaient aussi flagués BD Topo, et comme ça, on était sûr qu'il y avait le consensus IGN, BDNB qui était le même en fait, sachant que c'est vrai qu'il y a des différences entre la BDNB et la BD Topo selon en fait comment le bâtiment a été trouvé, si c'est par détection satellite, si c'est par le cadastre, etc. Nous, on a gardé quand il y avait le flag BD Topo, comme ça on était sûr que c'était uniforme. Et c'est vrai qu'on s'est émancipé du problème géocodage qui est un problème important en ce moment. Problématique importante. Écoutez, c'est parfait. Si ça vous intéresse, il y a un groupe de travail avec IGN, SFR qui travaille sur ces problématiques de données. Ah bah tout à fait. Avec plaisir. Non, parce que je trouvais vraiment être dans le cœur du sujet. Et je vous donnerai Avec plaisir. Merci. Oui. Je me demandais, alors là, vous êtes sur un portefeuille fictif, donc je ne sais pas quelle conclusion tirer, mais est-ce que vous avez pu comparer une augmentation à l'horizon, disons 2050, ou autre chose sur, pour vous, ce sont un enjeu assuré constant. Est-ce que vous avez pu comparer sur votre portefeuille l'augmentation que vous pouvez prévoir dans l'un ou l'autre des scénarios du GIEC avec les résultats de la CCR? Alors, ce qu'on a fait, c'est que sur des inondations passées, on a comparé les résultats de notre modèle avec ce qu'on pouvait trouver comme estimation de perte, et ça collait, alors pas tout à fait, mais même ordre de grandeur, on va dire. Après, on sait expliquer ces écarts parce qu'on a fait pas mal de proxy, mais ça restait cohérent. Mais ma question, c'est surtout, est-ce que vous avez un ordre de grandeur est-ce que vous avez une projection d'augmentation dans le futur Alors, j'ai plus en tête si on a... Pas vraiment. En fait, on a fait l'exercice, mais on n'a pas comparé avec la sinistralité observée. C'est vrai que ça pourrait être un bon petit. Ouais, pour compléter notre analyse. Ouais, ça marche. Avec plaisir. Oui. Dans le début de la présentation, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, c'était l'exposition se dégrade. L'idée, c'était que l'exposition se dégradait dans le sens où, en fait, on n'a toujours pas compris qu'il faut arrêter de construire dans les zones. Donc ça, c'est vrai, on le voit. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un développement urbain qui se continue, quoi qu'il arrive. Il y a des plans de prévention, les PPRI, qui existent et qui, en fait, délimitent quelles sont les zones inondables et donc les zones non constructibles au niveau des collectivités territoriales, des mairies, etc. Mais je crois que des PPRI, il y en a 10 000. En France, des communes, il y en a 36 000. Et donc, en fait, ça laisse la place pour construire après dans d'autres zones, sachant qu'en fait, les cartographies qu'on utilise, notamment les TRI, on a vu, elles sont lacunaires. Il manque dans les zones rurales, etc. Et donc, en fait, la donnée qu'on a pour identifier l'inondation, elle reste assez partielle. Et donc, c'est pour ça qu'on continue en fait à aménager le territoire, à l'urbaniser, etc. Bon, certes, il y a l'objectif zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, etc. Mais c'est artificialisation nette. Donc, ça veut dire que si on retravaille quelque chose qui a été artificialisé avant, on peut reconstruire dans des nouvelles zones qui seraient potentiellement inondables. Donc, en fait, c'est cette augmentation des enjeux assurés qui présente en fait une part importante, la dégradation de la sinistralité. Et donc, c'est à la fois aussi en valeur. On se dit aussi que les maisons vaudront plus cher aussi dans les années qui viennent, et aussi qu'il y en aura plus. Oui, je parlais plutôt du nombre, plus que de la valeur. Et après, mon sentiment personnel, c'est que nous, on est actuaires, donc on est au cœur du sujet, on se rend compte du risque d'inondation, mais la population ne se rend pas forcément compte. Donc, eux, ça ne leur pose pas de problème de louer, d'acheter, de construire. Ils ne se posent pas la question d'inondation ou pas. Pour eux, c'est un risque. C'est assez peu parlant. Voilà, c'est. Jusqu'à ce qu'ils soient touchés. Jusqu'à ce qu'ils soient touchés, exactement. Voilà, c'est ça.
que vous avez testé merci pour la présentation à la clarté. Est-ce que vous avez testé les zones à risque que vous avez sur des événements récents, par exemple, ce qui s'est passé dans le nord de la France la semaine dernière ou quoi, pour voir si c'est testé ou pas dans une perspective qu'on peut avoir peut-être au terme? On a fait l'exercice avec les TRI, mais on n'a pas fait l'exercice avec les projections de hauteur d'eau pour débordement de cours d'eau. C'est vrai que ça pourrait être un exercice intéressant, mais sachant que ce qui s'est passé dans le Nord, en fait, des analyses qu'on a pu faire, c'est aussi un cumul à la fois de débordement de cours d'eau, de ruissellement, etc., de remontée de nappe phréatique. En fait, c'était vraiment dans un territoire en forme de cuvette. L'eau ne s'est pas évacuée et est restée là longtemps. Et ça, avec les TRI, on a pu déterminer qu'autour des cours d'eau, effectivement, on capte l'endroit qui a été touché. Et après, on a utilisé des données satellites que j'ai présentées au début, donc GLOFASS, pour retrouver en fait quelle était la zone qui a été sinistrée. On a pu la comparer avec nos zones du modèle, et c'est capté que partiellement, mais c'est dû en fait au fait que les TRI sont lacunaires. Et il faudra en fait aussi des cartographies de ruissellement qui, à date, en open data, n'existent pas, ou très peu. Il existe des TRI pour le ruissellement, mais ils sont disponibles, il me semble, que sur Ajaccio et une autre commune en France. Et donc, c'est vraiment très faible, quoi. Enfin, la couverture est assez faible pour le ruissellement. Et donc, en fait, nous, on travaille en ce moment aussi avec Risk Weather Tech, qui sont des experts climatiques, pour en fait compléter ces territoires à risque important d'inondation, que ce soit pour le ruissellement, la submersion marine, le débordement de cours d'eau, notamment en retravaillant en fait les données de débit qu'on peut observer et les données de territoire, donc quel est le lit mineur de la rivière, le lit moyen, le lit majeur, les débits, à quoi ça correspond quand on a un débit centenal, est-ce qu'on a une crue du coup jusqu'au lit majeur, enfin ce type de considération pour compléter la donnée et puis aussi avoir des informations sur le ruissellement. J'ai une question très rapide peut-être, merci pour la présentation. Juste sur le type des inondations, du ruissellement, des bancs, etc. Je ne comprends pas du tout de proportion en termes de sinistres ou en termes de zones touchées. Chacun de ces types de risques d'inondation. C'est une bonne question. Je vais dire avec les mains parce que je pense que je n'ai pas trop les chiffres en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 60% de la sinistralité qui est concentrée sur le débordement de cours d'eau. On a un 20% sur le ruissellement, et puis après, je crois que la remontée de nappe phréatique, c'est vraiment infime, c'est 1%, donc il reste 10% pour la submersion marine. Enfin, voilà, ouais, à peu près, voilà, à la louche, exactement. Sur le site de la CCR, par exemple. Dans les différents rapports CCR, notamment dans celui qu'on a mis, mais il y en a d'autres. Bon, je propose qu'on clôt la présentation. De toute façon, on va avoir un café, donc si vous voulez discuter et continuer les discussions, c'est fait pour ça. Je vous remercie encore pour votre intervention. Merci. C'est vraiment très intéressant, et puis toutes les données, c'est impressionnant de voir toutes les données dont on a besoin. Merci. Merci beaucoup.